Nous sommes le vendredi 15 novembre 2019 et c'est le dernier plateau du grand rendez-vous pour le compte de cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. C'est parti pour au moins 1 heure d'échange avec différents invités sur différents ou divers sujets, je vais dire. Eh bien, au sommaire de cette émission, 4 plateaux, nature et bien-être ce soir, nous parlent de l'assainissement du cadre de vie, surtout du rôle important que jouent les éboueurs. Nous les voyons très souvent nettoyer les caniveaux, ramasser les ordures. C'est un métier avec beaucoup de difficultés. Eh bien, ce soir, Cécile Roundé et son invité nous parlent des difficultés liées justement au métier d'éboueur, de comment ils arrivent à assainir le cadre de vie. Horizon Culture s'intéresse à la collaboration entre les artistes, musiciens, qui se mettent souvent ensemble mais qui n'arrivent pas à gérer leur collaboration ou comment rester en groupe. Eh bien, Jennifer Sativi ce soir reçoit Claude Balogun. Il est acteur culturel. Ils vont échanger sur la question. Beauté au pluriel nous parle ce soir du port des chaussettes chez les hommes. C'est vrai, hein, que parfois nous voyons certains hommes qui osent sur le choix des chaussettes avec des couleurs osées. Comment choisir ces chaussettes et comment les porter? On en parle dans Beauté au pluriel ce soir avec Fulgencia Runtondi et son invité. Et pour finir, l'expert du jour aborde la thématique sur les tontines de fin d'année entre l'égalité ou ANAC. Il s'agit bien sûr de ce que nous appelons généralement Adogbe, des activités qui se développent surtout à l'approche des fêtes. Ce soir, notre expert nous dira si c'est une activité légale ou pas et les conditions ou le suivi ou l'organisation qui entoure justement les tontines de fin d'année. Ce sera avec Albert Roloncourt, il est économiste. Voilà donc pour le sommaire de cette émission. On installe le tout premier plateau, nature et bien-être. Assainissement du cadre de vie, la part des éboueurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite après ce reportage. Non, c'est bien sûr un extrait de Cécile réalisé sur les difficultés des éboueurs. Nous avons d'énormes difficultés en ce moment. Le système est tel que la gestion des déchets à Cotonou est en 3 étapes. Il y a l'étape de la pré-collecte, l'étape de la collecte et l'étape de l'enfouissement sanitaire. Alors nous sommes à l'étape de la pré-collecte, c'est-à-dire l'enlèvement des déchets des domiciles vers ce lieu où nous sommes, qu'on appelle point de regroupement. Et maintenant, après avoir enlevé les déchets des domiciles vers le point de regroupement, des entreprises sont sélectionnées pour enlever les bacs que vous voyez avec nous ici, pour emmener ces bacs-là vers le lieu d'enfouissement sanitaire. Alors ce qui se passe, c'est que quand nous venons avec nos charrettes remplies d'ordures et qu'il n'y a pas de bac, nous sommes bloqués. À l'heure où je vous parle, des ménages ont refusé de nous payer, puisque nous, quand nous faisons la pré-collecte, c'est moyennant une redevance au moins 2000 à 2500. Mais actuellement, les gens ont dit qu'on n'a pas travaillé tout le mois d'octobre et ils refusent de nous payer. Nous sommes ici dans le 6e arrondissement. Un arrondissement de 19 quartiers. Et il n'y a que ce point de regroupement pour l'arrondissement. L'entreprise qui fait la pré-collecte, c'est une seule qui a tout Cotonou, qui dépose les bacs à tous les points de regroupement de Cotonou. Il y en a 13 à Cotonou. Nous appelons la DST, la direction des services techniques de la mairie de Cotonou. C'est elle qui nous a attribué nos cahiers de charges. En fait, c'est pour elle que nous travaillons. Mais quand nous appelons la DST et qu'on leur signale qu'il n'y a pas de bac à des points de regroupement, on nous dit patienter, les bacs vont arriver. Mais si bien même que si nous patientons, nous,
nous patientons. Et les ménages, les ordures sont remplis dans les ménages. Ça ne va pas. Nous n'arrivons pas à satisfaire les ménages. Et oui, c'est vrai qu'il y a un manque de matériel très criard au niveau de cette activité-là avec les éboueurs. Vous les voyez parfois transporter les ordures dans des conditions pas du tout réjouissantes. Voilà. Nous allons en parler sur ce plateau avec Cécile Rondé. Bonsoir. Bonsoir, Martial Beto. Comment allez-vous? Je vais très bien, comme d'habitude. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Vous pensez que j'allais oublier? Merci à vous. Merci d'être avec nous, Cécile, ce soir. Et en fait, vous gagnez ou attendez que nous avons déjà eu dans ce reportage. Oui, merci, madame. Comment allez-vous? Très bien. Et l'activité, ça se passe bien? Ça va mieux. Les ordures sont maintenant bien dégagées des maisons? On est en train. D'accord. Alors, Cécile, curer les caniveaux et ramasser les ordures n'est pas chose facile. Vraiment, et ce soir, ça nous intéresse parce qu'on ne peut pas se passer des éboueurs pour assainir le cadre de vie. Il y contribue également. Et je vais demander à monsieur Akandé de nous dire en quoi consiste votre activité. Je vous remercie et je suis très content que des gens s'intéressent à l'activité de l'assainissement et pratiquement vous vous intéressez aux éboueurs. Voilà, nous avons choisi d'aider les ménages à se débarrasser de leurs déchets. Nous enlevons les ordures des maisons vers ces lieux-là que nous appelons points de regroupement. C'est ça que nous appelons la pré-collecte. Au fait, le système tel que organisé par la ville, c'est en 3 étapes, tel que je l'avais dit. Il y a l'étape de pré-collecte, ensuite la collecte, c'est-à-dire l'enlèvement des déchets des points de regroupement vers le lieu d'enfouissement sanitaire et ensuite l'enfouissement sanitaire. Donc nous sommes au début, c'est-à-dire à la pré-collecte. C'est-à-dire des maisons vers les lieux de collecte. Voilà. Le point de regroupement. Oui. C'est ça, notre carré de charge est défini comme ça et notre rôle s'arrête là. Tout simplement. Oui. D'accord. Et alors dites-nous, quelle est la situation actuelle des éboueurs au Bénin? Oui, la situation actuelle par ces temps de pluie, c'est que vraiment nous sommes en difficulté. Nous avons d'énormes difficultés à nous débarrasser de ces ordures-là lorsque nous arrivons au point de regroupement. Pourquoi? Parce que c'est la ville qui a sélectionné des entreprises pour venir nous déposer des bacs à ordures et les enlever quand c'est rempli. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas si c'est la période des pluies qui occasionne ça, les bacs n'arrivent plus. Les entreprises ne respectent plus leur engagement. On ne trouve plus de bacs. On peut passer près d'une semaine sans trouver de bacs. Surtout le mois d'octobre, là, avec les pluies, ça a été très, très difficile. Alors, la répercussion immédiate, c'est que nous n'arrivons plus à enlever les ordures des ménages. Les ordures séjournent dans les maisons pendant 2 semaines, 3 semaines, alors que notre contrat, c'est d'enlever à une fréquence de 2 fois par semaine. Ce qui a fait que nous avons eu beaucoup de problèmes par ces temps-ci, surtout le mois d'octobre. Et on a rencontré une résistance des ménages à payer les redevances qu'elles ont l'habitude de payer. Moi, je veux savoir, est-ce que tous les éboueurs vont jeter les ordures ou bien vont déverser les ordures dans des bacs? Parce qu'il y en a qu'on retrouve souvent dans des lieux comme les bas-fonds et autres. Parce que là, vous parlez de bacs. Est-ce que tout le monde est abonné à ce système de bacs d'abord? Oui, c'est une obligation. L'État nous fait l'obligation d'emmener les déchets au niveau des points de regroupement. Une interdiction est faite de déposer les ordures au niveau des bas-fonds. Ceux qui le font sont déjà en train d'aller contre? Oui, c'est une infraction d'aller déverser les ordures dans les bas-fonds. Si jamais on vous prend, vous allez faire la prison pour ça. Okay, donc c'est interdit strictement. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, ça se faisait. Mais actuellement... Ça se fait toujours. Bon, il y en a qui trichent, qui continuent d'aller vers les bas-fonds. C'est des risques. Et alors dites-nous, quand nous étions sur votre point de regroupement, nous avons constaté qu'il n'y avait qu'une seule bac. Voilà. Sur quelle base la mairie vous donne les bacs? Parce que vous desservez 19 quartiers dans le 6e arrondissement et vous n'avez qu'une seule bac. En une journée, la bac, elle est remplie.
n'est-ce pas? Parce qu'il y a 20 charrettes chargées par jour. C'est déjà rempli. En 1 heure? Oui. Parce qu'il y a trop de... Il y a un mouvement, une grande affluence de charretiers qui viennent là, qui amènent les ordures. Imaginez un seul point de regroupement pour 19 quartiers. C'est ça, ce qu'on appelle BAC. C'est ce qu'on a à l'écran là. C'est de l'à peu près qu'on est en train de faire. Sinon, la gestion des ordures, ça ne devait pas être ça. On ne peut pas donner un seul point de regroupement pour tout un arrondissement. Et le système est créé, il y a des quartiers qui n'en ont même pas. Il y a des arrondissements qui n'en ont pas. Si vous prenez paraît-il qu'au total, on a 13 points de regroupement. 13 points de regroupement à Cotonou. Qui a ces points de regroupement ont chacun une seule BAC, c'est cela? Oui, ce n'est pas que chaque point de regroupement a un seul BAC. Non. Le problème, c'est que les entreprises amènent les bacs. Quand c'est rempli, elles viennent chercher les bacs pour le lieu d'enfouissement sanitaire. Par exemple, au point de regroupement de Rindé, là, aujourd'hui, nous avons bénéficié de 2 petits bacs. Pas de bacs de cette dimension-là. Mais ça n'a pas suffi. Compte tenu de l'affluence, compte tenu du nombre de quartiers qui utilisent ce point de regroupement-là. Le 7e arrondissement n'en a pas. Le 1er n'en a pas. Donc, c'est insuffisant. Mais sur quelle base est-ce qu'on définit le lieu, le point de regroupement d'abord, là où est posé cette bac-là où vous allez déposer les ordures? Bon, ça c'est la mairie, c'est la direction des services techniques de la mairie qui, après des études d'impact environnemental, choisit de poser le point de regroupement à cet endroit-là. D'accord. Et Cécile demandait quelque chose, je pense vous allez revenir en arrière pour m'expliquer ça. Sur quelle base est-ce qu'on vous attribue, vous attribue les bacs? Parce que si vous desservez 12 quartiers, 19 quartiers, et que vous avez une bac, il y a vraiment un problème. Est-ce qu'il y a une répartition qui se fait en fonction du nombre de quartiers que vous devez desservir? Non, bon, c'est la mairie qui organise ça. Ce n'est pas, moi je ne suis pas associé à ça, mais on fait de l'à peu près. Oui, mais vous êtes en manque. Vous n'avez pas fait les démarches, demander qu'on vous renforce en matériel? Oui, nous allons à la mairie, nous allons à la DST, on pose le problème. Quand on pose le problème, c'est toujours attendez, patientez, on va vous envoyer des bacs. C'est ceux qui sont en train de réfléchir, mais en dehors des bacs, quelles sont les autres difficultés que rencontre l'éboueur dans son métier? La grande difficulté, c'est le manque de points de regroupement. Ce n'est pas normal qu'un arrondissement ait un point de regroupement. Ce n'est pas normal qu'il y ait des arrondissements à Cotonou qui n'aient pas de point de regroupement. C'est un problème de foncier qui se pose. Parce que nous avons bénéficié d'un appui du PUGEMU. C'est un projet qui est arrivé. Mais il a manqué de terre où il faut construire des bacs. Où il faut construire des points de regroupement. La ville de Cotonou était incapable de donner des terrains pour que le projet construise des points de regroupement. C'est grave. Mais vous avez dit, tout à l'heure, vous avez dit qu'on retrouve les ordures dans les bas-fonds. Oui. Paraît-il que certains collecteurs d'ordures ménagères les vendent. Est-ce que c'est vrai, c'est vérifié? Je n'en ai jamais vendu. Nous, on ne les vend pas. Ce sont les éboueurs, nos éboueurs, puisque ce sont nos employés, ceux qui trimballent les charrettes, qui s'entendent avec certains ménages. C'est les ménages même qui leur proposent des sous pour dire, bon, j'ai un bas-fond quelque part, venez m'aider à fermer ce bas-fond. Donc, ils s'entendent entre eux et ils achètent les ordures. Et ce n'est pas officiel. Nous, les responsables, nous, les gérants de structures de précollecte, ne sommes pas associés à ces... Mais vous avez connaissance de ça? On apprend que... Mais l'autre problème que je veux savoir, si vous avez des problèmes de bac et que vous n'arrivez pas à déverser les ordures à temps réel, est-ce que ça ne pose pas un problème au niveau des ménages? Parce qu'il faut que vous passiez pour collecter les ordures. Si vous ne venez pas, comment ces ordures-là sont traitées? C'est justement le problème qui se pose maintenant. Il y a des ordures qui séjournent dans certaines maisons. Mais depuis le lundi dernier, la fréquence de dépôt des bacs a changé. D'accord. On a commencé à avoir régulièrement quelques bacs. Si bien que nous aussi, toute cette semaine, demain, ça fait samedi, nous avons essayé de respecter... Donc vous voyez que la mairie n'est pas restée... sourde à votre cri de... C'est avec votre appui. Il a fallu votre intervention. Il a fallu que je donne une conférence de presse.
C'est suite à la conférence de presse que le rythme a changé un peu. C'est déjà un début de satisfaction. Oui, Et je voudrais demander, c'est ma petite question, qui peut être éboueur plutôt? Bon, il n'y a pas une formation particulière pour être éboueur. Ce que vous appelez éboueur, là, ce sont les charretiers. Ce sont ceux qui tirent les charrettes là, que nous avons l'habitude d'appeler éboueurs. Mais si il y en a aussi qui ont des tricycles et tout ça. Actuellement, tout ça, c'est éboueur? Oui. Ok, d'accord. Actuellement, moi, j'ai des tricycles et j'ai aussi des charrettes. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est des gens que nous avons recrutés sur le tas qui ont choisi de faire ce travail-là. De toutes les façons, le métier n'est pas assez facile pour vous et pour tous ceux qui sont dedans. Si vous voulez être éboueur, c'est pas facile. C'est pas facile avec les difficultés, surtout en période de pluie. Et votre doléance sera prise en compte certainement. C'est sûr, hein, je compte sur la mairie, surtout la mairie de Cotonou, puisque vous êtes à Cotonou, c'est bien ça? Ici, dans le 6e arrondissement. Je suis sûre que le DST nous suit et qui va très vite réagir par rapport à cette situation. Oui, la grande doléance, c'est de reformer le système. Très rapidement. C'est de reformer le système. Oui. Ou bien on supprime les points de regroupement. Et ce sont les acteurs que nous sommes qui, depuis la précollecte, nous allons au lieu d'enfouissement sanitaire, ou alors on multiplie le nombre de points de regroupement. Tout simplement, on vous a écouté. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous êtes Ganiou à Kandé et que vous êtes gérant d'une ONG voilà, de précollecte d'ordures. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, madame. Bon week-end à vous. À vous également. Merci beaucoup. Alors, avec les signes de la chef d'édition, nous allons installer le deuxième plateau Horizon Culture. Eh bien, collaborer n'est toujours pas facile et surtout quand vous exercez le même métier et de la même façon, il faut s'attendre à des moments de tension ou d'incompréhension. Comment se passe la collaboration entre les artistes, musiciens et surtout ceux qui décident de se mettre en groupe? Jennifer Sachivier et son invité seront sur ce plateau pour en parler après ce reportage. 50 ans de Polyrythmo. Ils sont 3 parmi les membres fondateurs qui sont encore là. On leur souhaite longue vie. Moi, je m'appelle Bento Gustave, membre fondateur de l'orchestre Polyrythmo. Qu'est-ce que vous pensez de ces 50 années de vie? Vraiment, ça me fait plaisir de rester jusqu'à ce moment fêté parce que j'ai vu que l'orchestre a fait sa route. Il y a beaucoup d'orchestres qui n'existent plus. Nous, depuis, on a fait jusqu'à 50 ans. On a fait plus que 50 ans, mais on va fêter 50 ans. Amen. Alors, lorsque vous faites un retour en arrière, quand vous pensez à ces 50 ans, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué dans ce groupe-là, Polyrythmo a souffert beaucoup pour la musique. On n'a pas d'aide, on n'a rien, pourtant on s'est quand même attaché, on l'a pris comme un métier. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que tout le monde nous a laissés et on n'a pas baissé les bras, on a continué jusqu'à ce temps. Je leur souhaite quand même de nous soutenir pour nos 50 ans, de nous donner encore du courage de le faire et que les jeunes qui sont dans le groupe aussi, on va les soutenir. D'un jour à l'autre, on va laisser les jeunes jouer, nous on va rester à l'écart pour les voir. Un autre mot spécial? Je souhaite longue vie au président qui fut un bassiste aussi comme moi. Je lui souhaite de nous soutenir, bassiste Talon. Et voilà,
J'aime bien ce groupe, hein, j'affectionne très bien Polyrythmo. C'était il y a 1 an, 50 ans? Il y a 1 an, ils ont fêté leur 50 ans. Et puis il y a une chanson que j'aime, c'est Tout bédé, il n'y a pas moyen. Bonsoir Jennifer Sativi. Bonsoir Marcel, je vais bien chez vous. La forme? Ça va Marcel. Vous êtes avec Balogun Claude, acteur culturel. Bonsoir. Bonsoir. On ne représente plus, hein? Ah bon? Alors ce soir, on va parler de la collaboration entre les membres d'un groupe d'artistes musiciens. Ouais. Comment il faut y arriver, comment il faut gérer justement cette relation de collègues. Voilà, on y va. De collaboration. De collaboration. Merci. Donc, Monsieur Claude Balogun, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Dites-nous pour vous, c'est quoi les ingrédients qu'il faut ou les critères qu'il faut déjà pour se mettre ensemble et pour dire nous formons un groupe, nous voulons chanter, nous voulons prester. Le premier, seul et unique critère, c'est l'œuvre qui doit être créée. C'est l'œuvre autour de laquelle les éléments doivent rester pour faire la création. Vous n'allez pas voir un spécialiste de Zinli se mettre ensemble avec un spécialiste de Gangan pour dire qu'ils forment un groupe. De quoi le public a besoin? Le public a besoin de l'œuvre artistique. L'œuvre artistique est l'élément. Il n'y a pas d'autres critères. Si on cherche d'autres critères, on va faire fausse route tout simplement. Celui qui fait du conte tout court et celui qui fait du conte théâtralisé n'ont pas la même façon de créer l'œuvre. Celui qui fait du sasa et celui qui fait de la rumba ou du paklo de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les mêmes types. Évidemment, il peut arriver qu'on tire de ces deux éléments pour faire une sauce. Si elle est bien cuisinée, assaisonnée, elle est bien consommable, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce que Jennifer et Marcel. Oui, parce qu'on s'aime bien, on s'apprécie bien, que nous nous mettons ensemble pour créer un groupe. D'accord. Justement, j'allais vous demander si les affinités ne jouent pas un peu, parce qu'on se rend compte, les gens disent oui, on est ensemble depuis le collège, on faisait les répétitions et tout, donc on est de grands amis, on a envie de chanter. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est une erreur? Ce n'est pas une erreur. Par contre, ça vient après coup. N'est-ce pas? On se fréquente, on se connaît, et puis à partir de cet instant, on commence à se tolérer et on reste ensemble. Mais rester ensemble en matière musicale tourne autour d'une œuvre. Tourne autour, quand on dit une œuvre, c'est comment ça s'appelle? C'est le rythme, ouais. C'est ce que nous faisons de spécial, ce qui relève de notre patrimoine et qui est particulier à nous. Alors qu'on est différent de Alekwe-Ranhou, n'est-ce pas? Parce que là-bas c'est Tchenkoumé et ici c'est Zinli. Mais c'est autour du Zinli que Alekwe-Ranhou a des éléments pour faire son orchestration, n'est-ce pas? Ouais. Mais c'est autour du Tchenkoumé que Alokon avait, où les autres praticiens de Tchenkoumé ont un groupe, n'est-ce pas? Maintenant, l'affinité intervient après. Lorsqu'il y a deux éléments qui font de la guitare basse, et un élément est assez acceptable, vivable socialement, et l'autre est difficilement praticable, je préfère... Est-ce le cas du groupe Polyrythmo, par exemple? Ben non, le groupe Polyrythmo, on ne va pas dire, par exemple, que le groupe n'a pas eu de problème. N'est-ce pas? Le groupe a 50 ans, mais il y a eu une période d'interruption. Dans la vie d'un groupe, artistique principalement, le cycle est souvent de 5 ans. 5 ans? 5 ans. Lorsqu'un groupe est créé... Pendant 5 ans sans problème, c'est que ça peut aller. C'est pas ça. Okay. Vous arrivez à faire... C'est un cycle en fait. Okay. Prédit de 5 ans. Vous arrivez à faire 5 ans, vous allez voir que ce groupe qui traverse 5 ans va résister pour faire 10 ans. Si ça ne résiste pas pour faire 10 ans, c'est que ça casse entre temps, n'est-ce pas? Mais après 10 ans, c'est que le groupe résiste pour aller à 15 ans. Et c'est souvent ça. Ok, mais alors,
Oui, allez-y. Les polyrythmos, on peut dire qu'ils sont allés jusqu'à 50 ans, donc ils ont eu à faire des pauses en fait. Ben oui, polyrythmos, c'est un certain nombre de personnes. Et à un moment donné, il y en a qui ont quitté le groupe, qui ont rejoint d'autres groupes. Il y en a qui ont quitté, qui ont évolué cavalier seul. Regarde Vincent, le chanteur principal du groupe aujourd'hui, a fait cavalier seul pendant longtemps avant de revenir au groupe. On a compris aussi qu'il y en a, enfin que le groupe même a vécu en l'état, enfin pendant longtemps. Il n'y a pas que les polyrythmos, il y a par exemple le groupe Teriba aussi. Hein. Il y a le groupe Teriba qui, dans ce cycle-là, vous allez voir qu'au bout de 15-20 ans, il y a un crash. Il y a un crash aujourd'hui et on se rend compte que véritablement, il y a des difficultés, elles ne sont pas vraiment trois et tout. Il y a le groupe Apouké, c'est pareil. À un moment donné, ça s'est arrêté. Ils ont tenté de se remettre. Et puis après, ça n'a pas fonctionné. Et puis après, nous avons le trio Apouké avec peut-être 2 personnes ou une personne étrangère. Alors, vous avez commencé par citer les bases de ce qu'il faut pour rester ensemble, pour collaborer ensemble. Mais en dehors de l'œuvre que vous devez créer ensemble, quels sont les autres aspects qu'on doit voir pour la chose? Oui, les autres critères sont les critères inhérents à toute activité humaine. Les gens n'arrivent pas à rester ensemble durablement lorsqu'ils ne s'acceptent pas. Et les éléments qui cassent les groupes véritablement, c'est soit l'argent, soit les femmes, soit comment ça s'appelle, l'alcool, ou soit les comportements des uns et des autres. C'est pas là le rôle du manager par hasard? Ben non, justement. Et c'est à cela que je voudrais venir. Okay. Parce qu'un groupe, ce qui casse le groupe aussi, c'est que le groupe n'est pas là pour gérer les finances. Le groupe est là véritablement pour gérer la création artistique. C'est comme un artiste. Vous voyez le groupe comme un individu qui crée, n'est-ce pas? Alors, si le groupe crée, il faut que le groupe ait autour de lui un certain nombre de techniciens de la chose qui les encadrent, les cadres artistiques qui les accompagnent, tels que le manager, tel que le producteur, tel que le tour opérateur, tel que le journaliste culturel qui fait leur dossier et tout. Parce que l'artiste, c'est pas l'artiste, après avoir créé, qui doit aller dans la rue, coller des affiches. C'est pas l'artiste qui doit aller chez quelqu'un pour négocier un contrat, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas non plus le rôle du manager d'organiser un spectacle. Est-ce que vous voyez? Donc, autour de l'artiste, il doit pouvoir avoir une série de personnalités culturelles qui accompagnent la carrière de l'artiste. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est véritablement cela. Et puis bon, maintenant après, lorsque un groupe reste ensemble et doit durer, il faut que le groupe laisse la gestion des contrats, la gestion financière, la gestion des voyages, la gestion d'un certain nombre de choses au cadre qui les accompagne. Mais sous d'autres cieux, on constate quand même que les groupes arrivent à exister sur une bonne période. Mais au Bénin, mais c'est ce que j'ai dit. Si le groupe est créé autour d'une œuvre artistique de création, le Ching System par exemple, et ne travaille pas à créer que le Ching System, pour que le Ching System amène de l'argent pour entretenir les éléments du groupe, il y a problème. Et si en créant le Ching System, le groupe ne prend pas autour de lui des cadres professionnels qui doivent gérer la carrière des éléments du groupe, il y a problème. Est-ce que vous voyez? Donc c'est simplement ça, il n'y a même pas à réfléchir ailleurs. Les groupes qui existent, de toute façon, un groupe qui travaille devient un label. Le groupe devient un label. Polyrythmos est un label aujourd'hui. Parce que les gens qui sont dedans aujourd'hui, nous avons 3 anciens et tout le reste sont des jeunes. Je ne souhaite pas pour les anciens qui sont dedans, mais si d'ici quelques années les anciens ne sont plus là, le label demeure et continue avec les jeunes qui sont là maintenant. Donc ce groupe est devenu un label. C'est comme le groupe Teriba qui à un moment donné doit certainement se métamorphoser pour commencer à former et prendre de nouveau, histoire que le nom ne disparaisse pas. C'est comme le groupe Gangbe Brass Band, qui depuis plus de 20 ans voyage tout le temps, fait 6 mois au moins chaque année à l'étranger. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas les mêmes éléments qui sont toujours dedans, mais le nom, le label Gangbe Brass Band demeure. Et l'œuvre artistique que Gangbe fait n'a pas changé. Est-ce que le problème n'est pas aussi au niveau du fait que nos artistes, pour la plupart, n'ont pas une formation de base en tant que tel? Parce que si vous faites former, c'est des notions qu'on doit vous donner. Même dans les pays où il y a des artistes qui sont bien formés, ça crache aussi.
Parce qu'après, c'est une question d'intérêt. Nous avons créé un groupe ensemble tous les trois, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons peut-être pas de charge en tant que tel. Vous n'avez pas encore de mari, bien confirmé. Elle n'a pas encore de responsabilité. Moi, je n'ai pas de femme bien chaude là. Et puis, à un moment donné, on commence à avoir du succès. Au bout de 5 ans, on commence à gagner de l'argent. Nous achetons des voitures, des motos. Les motos commencent à avoir des problèmes. Nous avons des femmes, des enfants et on commence à avoir des enfants. Les charges commencent à s'accroître. Dans le même temps, nous allons en Europe et comme vous êtes bien peau noire, quelqu'un, producteur international, vous voit et vous fait une proposition d'aller découvrir autre chose. Et vous acceptez, vous partez. Le groupe est handicapé. Moi, je m'occupe de mes enfants. À un moment donné, je ne peux plus aller aux répétitions. Il y a problème. Voilà des problèmes qui sont exogènes au groupe, qui viennent perturber véritablement le fonctionnement. Mais comment faire alors pour quand même améliorer la collaboration quand on est en groupe? Pour améliorer la collaboration, il n'y a pas d'amélioration lorsqu'il n'y a pas beaucoup de recettes. Si nous sommes un certain nombre d'éléments qui constituent le groupe, nous devons vivre convenablement de notre travail. Et pour vivre convenablement de notre travail, l'État doit mettre le cadre adéquat en place. Et nous-mêmes, nous devons mettre autour de nous des professionnels qui vont à la recherche du marché pour nous. Et c'est dans ce marché-là qu'on gagne pour nous, que nous gagnons de l'argent, qu'eux gagnent de l'argent, et nous serons à l'aise pour créer. Tout simplement. Chacun doit faire son travail et être au poste où il doit être pour que nous gagnions véritablement notre vie. Merci déjà pour le travail que vous faites, M. Balogun. J'essaye. Alors, je rappelle que vous êtes acteur culturel avec vous. Nous avions parlé de la question de collaboration entre membres d'un même groupe, entre artistes, musiciens. Jennifer Sachivi, merci d'être passé. Merci de nous avoir reçus, Marcel. Jeudi, pour un autre plateau? À jeudi. Voilà. Alors, merci beaucoup à vos chers amis téléspectateurs. Le 3e plateau s'installe, l'espère. Tontine de fin d'année entre égalité et arnaque, c'est une grosse interrogation, mais ne vous inquiétez pas, il est là avec nous ce soir pour nous aider à répondre à la question. C'est bien sûr notre économiste Albert Ononkou. Bonsoir. Bonsoir Machel. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va très bien. Oui, alors, les téléspectateurs et moi, nous nous posons une question ce soir, les tontines de fin d'année entre l'égalité et arnaque. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qu'on appelle tontine de fin d'année? Ou qu'est-ce qu'on appelle tout simplement tontine pour pouvoir classer ça dans les catégories d'épargne? On dit qu'il y a tontine quand un groupe de personnes se rassemble et cotise des sommes d'argent. Et puis la cagnotte globale est remise à une personne et à tour de rôle, les gens prennent la cagnotte jusqu'à ce que la dernière personne prenne et puis la tontine est finie. Mais est-ce qu'on peut classer ça dans le groupe ou bien dans la catégorie des épargnes? Oui, c'est une sorte d'épargne, mais en même temps qui sert en même temps à financer. Parce que quand on rassemble l'épargne. Bon, évidemment, il y a plusieurs types d'épargne, mais plusieurs types de tontines. Mais quand la tontine la plus connue, quand on rassemble l'épargne, quelqu'un prend. Donc, en même temps que d'autres épargnent, ça sert à financer d'autres personnes en même temps. Donc, c'est une combinaison entre l'épargne et puis le financement. Alors, vous avez dit qu'il y a plusieurs types de tontines, mais ce serait intéressant que vous puissiez rappeler à nos chers amis téléspectateurs les différents types de tontines que nous avons. Ah oui, il y a plusieurs types de tontines. Il y a ce qu'on appelle une tontine classique, ce que je viens d'expliquer, où les gens s'assemblent, ils se rassemblent, ils cotisent des sommes définies. Et puis, quand on ramasse tout, qu'on appelle la cagnotte globale, on remet ça à quelqu'un. Il y a aussi des tontines commerciales, où il y a un tontinier, un chef tontinier. Vous venez cotiser chez lui, vous pouvez cotiser jusqu'à 31 jours, et puis lui prend le dernier jour et puis vous remet pour 30 jours. C'est comme si vous épargnez à des taux d'intérêt négatifs, puisque là, on ne vous paie pas un taux créditeur. Mais il y a d'autres types de tontines commerciales où ça ressemble à une vente aux enchères, c'est-à-dire on se rassemble, on fait la tontine, au lieu que les taux soient prédéfinis, on dit qui veut ramasser et combien il veut payer pour ramasser. Donc les gens font des enchères et celui qui est plus dans le besoin, c'est lui qui va donner un taux plus élevé et puis on lui remet la tontine. Et après, les intérêts qu'on prend, on fait une fête ensemble ou bien on fait un investissement global ensemble pour le village.
Donc, il y a plusieurs types. Mais la tontine dont nous parlons ce soir... Maintenant, la tontine dont nous parlons ce soir, que vous appelez... C'est ce qu'on appelle adogbe, là. Hein? Oui, quand vous parlez d'adogbe, enfant, ça veut dire ventre, non? Donc, ça veut dire que c'est la tontine du ventre. Voilà, exactement. La tontine de ventre. Donc, quand on dit la tontine de ventre, évidemment... ça sert à résoudre un problème de pauvreté parce que quand on dit que vous êtes pauvre, c'est que vous êtes exclu des consommations normales de la société. Par exemple, quand on dit qu'il y a une cérémonie ou bien une fête et qu'il faut pas porter un tissu en commun, vous n'avez pas les moyens d'acheter ça là, on peut vous classer automatiquement comme pauvre. Il en est de même pour la fête parce que pendant les périodes de fête, la consommation n'est plus normale, on fait une consommation extraordinaire, on boit de façon extraordinaire. Maintenant, si vous ne pouvez pas le faire, là, c'est que vous êtes déjà indexé comme pauvre. Maintenant, pour pouvoir prévenir cette situation, les gens sont prêts à investir petit à petit. Et le jour, quand la fête est proche, on leur donne poulet, pagne, nourriture, riz, tout ça, et puis ils fêtent normalement. Donc, ça veut dire que dans ce schéma-là, il y a deux acteurs principaux. Il y a le chef tontinier, qui peut être un producteur, un éleveur qui élève des poulets qui met ses produits à disposition. Et qui met ses produits à disposition. Donc, ça lui fournit en même temps un marché. Et puis, il y a le participant que lui, on lui offre tout ce dont il a besoin après pour sa fête. Donc, ces deux acteurs-là trouvent leur compte et puis ça marche. Mais est-ce que l'activité est légalisée ou bien au Bénin, est-ce qu'elle est structurée? Comme d'habitude au Bénin, il y a beaucoup d'activités qui émergent de l'informel. C'est-à-dire c'est l'informel qui innove et qui commence par faire un certain nombre de choses. Et après, le gouvernement voit est-ce que la taille de l'activité est suffisamment grande et que si ça peut ressembler à de l'ANAC, comme on en a eu dans ce pays, à travers ici ces services, les gens disent qu'il faut réglementer. Je sais que j'ai écouté un certain nombre d'acteurs du domaine qui disent que peut-être que c'est un secteur qui est informel, donc nécessairement illégal, puisque ça fait de la finance et qu'il faut légaliser. Et soit on légalise ou bien on l'interdit si les gens ne prennent pas les dispositions pour que ça soit légalisé. Ça voudra dire qu'il reste encore un peu de structuration autour de cette... Ah oui, il faut absolument, comme je vous l'ai dit. Mais dans ce cas, pour les participants, au cas où celui qui a peut-être initié le adogbe n'arrive pas à restituer ce qu'il leur doit, à qui est-ce que les participants, bien ceux-là qui sont lésés dans leurs droits, doivent s'adresser? Oui, est-ce que c'est une tontine qui n'a pas de risque? Ça a beaucoup de risques parce que si vous êtes un éleveur et que vous élevez des poulets et vous dites pendant la période de fête, vous allez donner des poulets aux gens et que vous allez acheter du riz, votre élevage peut avoir des problèmes. Vous pouvez avoir par exemple la peste aviaire et puis votre élevage est détruit. Et dans ce cas, ça fait un risque énorme. Donc, ça dépend de l'ampleur de la tontine. Si vous avez des centaines de personnes autour de vous et que vous avez eu cette faillite-là, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes. Il y a certains qui peuvent maintenant aller à la police et ça peut créer un problème. Mais est-ce qu'une fois la police peut-être écouter réellement, on pourra les satisfaire, vu que l'activité n'est pas encore pour autant régularisée sur le plan... Non, la police va satisfaire pour dire est-ce qu'il y a un abus de confiance quelque part, est-ce qu'il y a escroquerie quelque part. Maintenant, comme ce n'est pas formel, ça veut dire qu'il n'y a pas une protection quelque part où on peut dédommager les déposants. Donc, c'est pourquoi les déposants aussi doivent faire extrêmement attention. Mais pourquoi c'est à la veille des fêtes qu'on sent ou qu'on constate le développement ou bien une manière répétée justement de l'activité? Non, ce n'est pas au moment des fêtes qu'on fait la tontine en fait. Peut-être on peut dire à quelques mois des fêtes ou bien même à partir de janvier, après l'autre fête déjà, on peut commencer. Parce que c'est une tontine dont vous cotisez un peu et qu'à la fin, vous avez une cagnotte plus grande qui vous permet de fêter dans votre famille. Donc, mais est-ce que ça aide vraiment la population à fêter? Oui, il faut dire que on peut dire que les deux acteurs profitent du système en fait. Parce que vous faites un élevage et vous ne savez pas si vous allez trouver un marché pour ça. Lorsque les autres cotisent et vous donnent l'argent, au lieu d'aller dans une institution de microfinance ou une banque pour emprunter, c'est que vous avez déjà le financement de votre activité. Et non seulement vous avez le financement, vous avez en même temps le marché. C'est comme le système vous finance et vous donne en même temps le marché sur lequel vous allez vendre. Donc c'est intéressant. Et ceux qui font ça aussi, les biens
matériel ou bien tout ce qu'on leur donne après, quand on fait le point, on peut constater que ça dépasse le montant qu'ils ont cotisé. Ça veut dire que quelque part, si l'élevage ou bien la production réussit correctement, il y a un profit qui se dégage et que ce profit-là est partagé entre le chef tontinier et puis les participants. Mais c'est quand les participants sont informés du profit. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé de ce que les participants gagnent, mais celui qui a initié justement la tontine gagne quoi? Ah non, il gagne, puisque je vous ai déjà dit, je vous ai déjà donné au moins 2 avantages. C'est-à-dire que s'il voulait investir dans une activité de production et s'il n'a pas les moyens, il devrait emprunter. Maintenant, il n'emprunte pas. On finance l'activité pour lui. Et puis de 2, s'il fait un élevage, après, il faut vendre. C'est comme s'il vendait déjà à thème. Le marché est déjà garanti parce qu'il va distribuer les produits à ceux qui sont dans la tontine. Donc, ça veut dire qu'il gagne. Mais en même temps, comme il gagne, il dégage un profit. Il est prêt à partager ce profit-là avec les autres acteurs. C'est pourquoi les autres constatent après que ce qu'on leur a donné, ça dépasse peut-être ce qu'ils ont cotisé. Payé. Parce que s'ils comparent le prix à ce qu'ils auraient payé s'ils allaient sur le marché, ils vont constater que c'est nettement plus faible. En tout cas, la valeur est plus élevée que ce qu'ils ont. Mais sur le plan économique, comment est-ce qu'on perçoit la chose? Vous qui êtes économiste. Pour moi, comme je vous dis, dans le secteur informel, il y a beaucoup d'innovations. Donc pour moi, c'est une innovation encore du secteur informel. Et que on peut chercher à formaliser le système pour que ça soit assuré d'une certaine manière ou d'une autre. Parce que, vous savez, à la banque, comme les banques sont reconnues, si jamais vous faites des dépôts et puis une banque fait une faillite, il y a un prêteur de dernier ressort, la Banque centrale peut financer, etc. Mais ce système n'a pas cette protection-là. Donc, c'est là où ça pose des problèmes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que si moi, je devais faire des recommandations, quand l'activité est de petite taille, quand je dis de petite taille, quelques dizaines de personnes, le gouvernement peut toujours fermer les yeux dessus. Mais quand on fait le point et que ça engage des dizaines de millions ou bien beaucoup d'argent, là, le gouvernement peut dire, si vous voulez faire ça, vous êtes obligé de légaliser. Et de prendre cette activité-là qui va être peut-être un produit des institutions formelles de microfinance, par exemple. Est-ce qu'il faut les enregistrer aussi pour qu'au moins on sache combien de personnes exercent cette activité, pour qu'à la fin de l'année on sache où est-ce que ça n'a pas marché? Oui, absolument, il faut les enregistrer et il faut peut-être voir au niveau des systèmes de financement décentralisés formels s'ils peuvent intégrer ce type d'activité dans leur portefeuille. Et ça va permettre de légaliser l'activité et d'éviter les risques qui sont liés à ça. Donc ça veut dire qu'on peut toujours dire à nos chers téléspectateurs de continuer par donner le hardware tant que ça les arrange, c'est ça? Vous savez, dans nos villages, le type de pacte que les gens signent et puis ils ont confiance aux gens sur le long terme, mais à des moments donnés, effectivement, ça ne marche pas. J'ai entendu des échos où les gens disent ils ont cotisé et puis à la fin d'année, la fête a été très mauvaise parce qu'ils n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient. Donc, il y a quand même un risque. Ce n'est pas à moi de recommander ou de dissuader les gens. Mais chez vous, au village, est-ce que ça, l'activité... Ah oui, peut-être pas dans mon village, mais dans mon quartier à Godomain, je vois des activités. Vous avez fait Adogba aussi une fois? Pas encore. Et vous comptez le faire? Je ne sais pas. Pour qu'on puisse partager le poulet, c'est bientôt les fêtes. Ah oui, c'est bientôt les fêtes. Bon, si je n'avais pas commencé, c'est fini. Donc, peut-être que les gens ont commencé depuis. Alors, une recommandation pour terminer notre entretien sur la tontine de fin d'année entre l'égalité et ANAQ. Oui, en fait, l'intention de départ est une bonne intention. Les gens, ils veulent le produit, ils innovent pour avoir le marché pour leurs produits. En même temps, ils ont des profits qui se redistribuent entre eux. Donc, l'idée de départ n'était pas mauvaise en tant que telle. Maintenant,
lorsque ça commence à prendre de l'ampleur et que ça engage des dizaines de millions de francs CFA, je crois qu'il faut courir vers la légalisation. Merci beaucoup. Pour qu'il n'y ait pas de problème d'escroquerie. Pas de problème. Voilà. Merci beaucoup à vous, professeur Albert Roloncourt. Je rappelle que vous êtes économiste. Et avec vous, ce soir, nous avons échangé un peu sur les tontines de fin d'année. Ce n'est pas trop grave, continuez pas à donner, mais faites beaucoup attention. Il y a des arnaqueurs parmi tous ceux qui vous prennent vos sous. Le journal, c'est à 19h45. Amadi nous attend du côté de la rédaction. C'est maintenant. Bonsoir et bienvenue à tous. Le sommaire de cette édition. Les dernières pluies ne sont pas sans conséquences sur les activités de pêche au Bénin. Les filets des pêcheurs ne ramènent plus assez de poissons, une situation qu'ils déplorent. Vous les entendrez dans ce journal. C'est un outil de prévention et de promotion de la santé. Le guide alimentaire comprend des représentations visuelles des groupes d'aliments et des quantités requises pour la satisfaction quotidienne des besoins nutritionnels d'une personne. Et puis le conte, un véritable art qui relate des récits dans le but d'instruire ou distraire ceux qui écoutent. Même s'il est en voie de disparition, le conte occupe une place importante dans nos sociétés. Merci de votre fidélité. La pêche artisanale tourne au ralenti au Bénin. Les pêcheurs ont des difficultés à capturer et des poissons. La longue saison pluvieuse de cette année n'est pas sans conséquences négatives sur leur activité. René Arossi et Stanislas Linkmont pour plus de précision. Peu de poissons pêchés après l'énergie déployée. Plus de 5 heures d'horloge durant, ces hommes ont tiré ce filet de la mer pour la terre ferme, mais la moisson contraste avec l'effort fourni. Visiblement, une déception pour les pêcheurs. La mer, il y a des temps, il donne. Il y a des moments, il ne donne pas. Mais lorsque la mer va donner, s'il y a beaucoup de la pluie dans la mer, ça ne profond pas beaucoup de poissons. Regardez cet équipage qui est là. Bon, tout ce qu'ils ont gagné, ce n'est pas rentable. Donc, on a eu une perte. Bon, peut-être l'essence, la ration, ce que nous allons manger, ça ne donne pas beaucoup. À l'origine de cette situation, la forte et abondante pluie de cette année, elle a fait augmenter le volume d'eau des lacs et affluents. Conséquence, le courant d'eau est devenu plus fort, comme ici, sur le lac Nokwe, ce qui complique la tâche aux pêcheurs. Depuis 5 heures du matin, je suis allé à la pêche. Actuellement, il sonne environ 11 heures, mais ça n'a pas été facile pour moi de pêcher un peu de poisson. Je l'ai vendu à 2500 francs, alors qu'entre-temps, je vendais par jour 5000, 6000, 7000 et même plus parfois. Dans le lac, le poisson ne manque pas. Le problème, c'est que le volume d'eau a connu une augmentation. Nous allons beaucoup pêcher lors de la décrue. Plaise à Dieu. Difficile aussi d'écouler le peu de produits ramenés de la pêche. Sur le marché, les acheteurs se font rares. Pourtant, ces vendeuses attendent des clients. Je n'ai qu'une petite quantité de poissons à vendre. Mais les clients n'achètent pas sous prétexte que c'est cher. Or, la montée du niveau de l'eau met en difficulté les pêcheurs. Dans ces conditions, ça doit coûter cher pour nous tous. Vous-même, avez-vous vu des poissons ici? Il n'y en a pas. Sur les lieux d'achat, moi je n'en ai même pas trouvé à acheter afin de revendre. À notre passage, pas de clients venus s'approvisionner. Est-ce à cause de la période ou de la cherté des produits? En tout cas, ces vendeuses veulent aller au contact de leurs clients. L'option choisie, passer de maison en maison afin d'écouler leurs marchandises.
On estime à 2000 milliards les dépenses mondiales de santé liées à l'obésité chaque année. Qui dit obésité dit mauvaise alimentation. Comment bien se nourrir et que manger aux heures de repas? La réponse à ces questions se trouve dans le guide alimentaire, un document qui propose un classement des aliments adaptés à la culture alimentaire locale. Le Bénin en dispose, mais le document est méconnu de la plupart des Béninois. Ce reportage est clair sur l'importance de ce guide et surtout ses caractéristiques. Rodrigue Babagbeto. Si un guide accompagne pour montrer le chemin, le guide alimentaire, lui, par contre, indique la bonne alimentation. Il varie d'un pays à un autre et se présente sous diverses formes. Le guide alimentaire, c'est un document qui est produit avec l'implication de plusieurs partenaires, nationaux comme internationaux. C'est activé sous l'égide de la FAO et supporté par le gouvernement de chaque pays. Et au niveau de chaque pays, on développe ce guide, qui est un document propre à chaque pays, dans lequel on retrouve les aliments du pays, présents sur le marché, le territoire du pays, que l'on peut combiner pour apporter à l'organisme, selon l'âge, le sexe et selon le moment de la journée, les éléments nutritifs dont il a besoin pour fonctionner à l'optimum. Au Bénin, sa représentation visuelle originale fait référence aux cases d'Afrique, comme pour indiquer la forme que doit recouvrir une santé bien bâtie pour le Béninois. Puisqu'un organisme a besoin de 5 groupes d'aliments, chaque palier de cette case représente un groupe d'aliments. Et on recense les aliments disponibles, on les regroupe selon ces catégories, céréales, légumineuses, et protéines d'origine animale, légumes, fruits, et puis produits laitiers. Dans chacune de ces catégories, quels sont les aliments qui existent à chaque niveau du territoire national. Et maintenant, connaissant les besoins physiologiques des humains selon leur âge et leur sexe, quelle quantité de ces aliments ils doivent combiner pour apporter les éléments dont l'organisme a besoin. Autant de choses essentielles dont regorge le guide, mais leur ignorance fait cependant tache d'huile au sein de la population. Le guide alimentaire, ça correspond à chaque type de groupe sanguin. Un guide alimentaire, c'est un ensemble de menus alimentaires qui permet quand même de s'alimenter, de se nourrir pour être en bonne santé. Le guide alimentaire du Bénin est le premier dans l'espace francophone ouest-africain. Cependant, son suivi n'est pas à la hauteur de cette place. On ne peut pas dire qu'il est suivi. Le guide a été élaboré en 2014. De 2015 à 2019, dans 1300 villages, chaque mois, des animatrices avec ce qu'on appelle des groupes d'assistance en nutrition, qui sont des groupes de volontaires dans les villages, essentiellement des femmes, mais également parfois des hommes. Ils sont formés au contenu de ce guide alimentaire, sur la discipline à observer dans l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Des efforts certes louables, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. 32% des enfants de moins de 5 ans accuseraient un retard de croissance au Bénin, une prévalence plus élevée en milieu rural. 11% des femmes de 15 à 49 ans sont maigres et 26% d'entre elles sont obèses. Suivre le guide alimentaire, c'est être certain d'avoir une bonne alimentation et mieux, être en bonne santé. L'oratoire est le moyen à travers lequel celui qui les est transmet des sentiments et des émotions. Il met un point d'honneur sur la culture et les problématiques de la société. Jadis utilisé par nos aïeux pour se divertir tout en éduquant, le conte est petit à petit en train de disparaître. Pourtant, nul n'ignore son importance. Boris Agossadou, ingénieur culturel, revient ici sur le rôle et la place des arts de l'oralité au sein de la société. Il est au micro de François d'Assise et Enoch Gauguin. Les arts oratoires, c'est tout ce qui est en rapport au récit, à la voix. C'est l'art de communiquer, de transmettre, n'est-ce pas, une conviction, une idée, à travers la voix, à travers les gestes, à travers les émotions. Après, la colonisation faisant son chemin, Senghor, principalement, et toute une catégorie d'écrivains ont connu l'écriture, et ceux-là étaient les pionniers de la vraie
oralité. Parce que c'est eux qui ont transcrit. C'est eux qui ont remis ce que les anciens disaient. Voilà, c'est eux qui ont mis ça dans des bouquins. Le rôle de l'art oratoire, c'est comme tout art. C'est de changer des comportements, n'est-ce pas? De décider, de permettre, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent décider de décider. C'est de développer, c'est de changer, n'est-ce pas, des méthodes de vie, des comportements de vie, d'adopter des bonnes pratiques. Ils ont toujours à la fin ou au début une leçon de morale. Une leçon de morale. Et quand vous écoutez vous suivez cette leçon, alors là, vous changez. Au moins, vous vous rappelez qu'il y a telle chose qui a été dite à un moment donné par tel orateur. Le conteur, il peut, sur des faits de société, peut se décider, n'est-ce pas, de parler, par exemple, de ceux qui brûlent le feu, ou ceux qui ne s'arrêtent pas au feu, voilà, vous comprenez, ceux qui urinent en pleine rue, vous voyez, ceux qui, voilà. Donc, forcément, ceux qui s'y intéressent et s'y collent changent. Alors, du Bénin au Cameroun, 15 entreprises ont été suspendues pour exploitation forestière illégale. Ces exploitants forestiers sont principalement épinglés pour utilisation frauduleuse des documents délivrés par l'administration en charge de la gestion des forêts et de la faune et pour non-respect des cahiers des charges assortis aux autorisations de coupe délivrées. Cette décision de suspension survient après plusieurs descentes des équipes de contrôle sur le terrain, notamment sur les sites de production et les couloirs d'évacuation du bois. En Angola, la demande immobilière a baissé de 80% au cours des 5 dernières années. Cette forte baisse de la demande s'explique par le changement de régime du taux de change survenu en janvier 2018. L'Association des professionnels de l'immobilier d'Angola pointe aussi du doigt le manque de crédit à faible coût dans les banques commerciales, l'excès de bureaucratie, le retard dans la délivrance des droits de surface et le manque d'accès aux terres. Pour remédier aux problèmes du secteur de l'immobilier, l'État doit donc envisager un certain nombre de mesures. Taxer toutes les terres de la ville permettrait d'empêcher que les domaines soient vus par les investisseurs comme un simple moyen de s'enrichir. Et voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes. Merci également à vous, Amadina Niabosso, pour la présentation du journal. Eh bien, le grand rendez-vous se poursuit. Merci pour votre fidélité, chers amis téléspectateurs. La chaîne, c'est bien sûr Bénin Business 24. On installe le dernier plateau, beauté au pluriel. Chaussettes, hommes, le choix en fonction de la tenue. Prenez un stylo et un cahier. Nous allons noter les conseils de notre coach ce soir. Comment porter les chaussettes, c'est après ce reportage. La plupart du temps, les clients préfèrent la couleur noire. La couleur noire qui va un peu sur tout. Rarement la couleur bleu nuit. Il y en a d'autres qui aiment bien se faire remarquer. Donc ici, ils prennent des chaussettes à couleur pour bien composer avec leur tenue et tout. J'opte pour le rouge, l'orange, des couleurs un peu flashy. C'est en fonction de ce qu'il veut mettre que je choisis la couleur. En matière de qualité de chaussettes, je préfère les fils d'Écosse. Si je suis habillé en pantalon ou en chemise et que je dois porter des chaussettes fermées, il faut que je porte des chaussettes naturelles. Donc si je suis je porte des tennis, je porte aussi des chaussettes. Pour acheter des chaussettes, je m'approvisionne auprès des revendeurs qui sont sur la place. Très souvent quand on les trempe, les laver c'est plus facile. Je dirais plutôt qu'elle donne du peps au style, à la tenue vestimentaire contribue. Un homme ayant une certaine carrure doit savoir agencer les couleurs de chaussettes afin que ça donne certaines touches à son style vestimentaire. Par exemple, il y a des jeunes, des hommes et tout, ils prennent par exemple, ils peuvent mettre peut-être des mocassins vernis et mettre une chaussette en coton. Non, ça ne se fait pas. J'opterais plutôt pour des chaussettes collants. Là, ça fait plus sortir, ça donne de la valeur à la chaussure.
Oui, pour moi, les chaussettes sont très indispensables pour un homme, surtout pour certaines sorties. Et ça dépend aussi de ce que tu as porté. Souvent, quand moi je vais sortir, si je suis en pantalon, chemise, je porte les chaussettes. Quand je suis en veste, je porte les chaussettes. Je vois certaines personnes, quand ils portent bomba, ils portent chaussettes. Quand on porte bomba, on ne porte pas chaussettes. Quand on porte jean aussi, on ne porte pas chaussettes. C'est quand on est bien habillé en pantalon, bien dressé, qu'on porte les chaussettes. Les chaussettes, beaucoup d'hommes ne connaissent pas. Et ça, en train de prendre un peu. C'est vrai, quand on porte ça, ça ne sort pas. Ouais, c'est important aussi. Je préfère quand c'est en coton. Là, c'est plus facile à porter, c'est plus facile à laver. C'est agréable au toucher et tout ça. Quand elles sont blanches, c'est vraiment difficile à laver parce que la saleté s'incruste vraiment. Mais bon, on arrive quand même à laver ça. Après, bon, parfois ça s'effiloche et tout ça. Mais sinon, ça va. Tranquille. Et voilà, c'était plutôt une Vox Populi réalisée par Fulgencia Routondi. Moi, j'aime porter les chaussettes quand je vais au sport. Alors là. Bonsoir Fulgencia Routondi. Bonsoir Marcel. Décidément, aujourd'hui, vous avez décidé de vous mettre en couleur, une couleur qui vous va très bien. Oh, merci beaucoup Marcel, ça me va droit au cœur. Et nous sommes avec Yannick Ouensa, passionné de la mode. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, chez vous-même? Ça va très bien. Vous avez mis des chaussettes? En effet. D'accord. Puisque c'est de ça il s'agit. Alors, les téléspectateurs, installez-vous très bien. Nous allons parler des chaussettes. Alors, vous l'aviez dit, Marcel, aujourd'hui, nous parlons des chaussettes qui donnent une touche particulière à la tenue portée. Il est donc nécessaire de savoir faire un bon choix. Alors, notre invité, il est un passionné de la mode. Il va nous donner des astuces. Vous l'avez dit tantôt, il faut prenez votre cahier de combien de pages, Marcel? Bon, on va commencer avec 100 pages et puis avec le temps, on verra si... J'espère que notre invité s'est apprêté pour ça. Alors, dites-nous déjà, il existe combien de types de chaussettes? D'accord, déjà je vous remercie pour l'invitation et vu qu'il s'agit de la chaussette, je vous donnerai exactement les différents types de chaussettes qui existent. Nous avons, pour ne citer que pour un certain nombre, nous avons des chaussettes de contention, d'accord. Nous avons des chaussettes russes, nous avons des chaussettes classiques, c'est-à-dire les chaussettes ordinaires, et nous avons des chaussettes, dépareillées. C'est ce qu'on a à l'écran? Là, en fait, c'est un autre type de chaussettes. Nous appelons ça en fait les happy socks, les chaussettes avec plusieurs motifs pour apporter ne serait-ce que, je sais pas, en fait, une humeur à votre journée. Ça dépend exactement de comment est-ce que vous voulez peut-être apporter des informations. Enfin, le regard que vous souhaitez qu'on apporte en fait sur vous. D'accord? C'est en fonction de ça que vous choisissez le type de chaussettes que vous voulez. Et vous avez parlé tout à l'heure des chaussettes de contention. Oui. C'est pas cette chaussette-là qui est conseillée pour ces personnes-là qui souffrent de rétention d'eau? Tout à fait. Les chaussettes de contention, c'est les chaussettes, les chaussettes médicales. C'est pour corriger des problèmes au niveau de la plante des pieds. Ce qu'on porte pour aller au sport et qui vient un peu vers le genou, là, comment on appelle ça? Donc, c'est les chaussettes ordinaires. D'accord? Parce qu'en fait, de façon standard, les chaussettes ordinaires, c'est des bas, d'accord, qui s'arrêtent soit au niveau de la cheville, soit au niveau de la jambe, mais qui sont portés à l'intérieur des chaussures. On peut porter ça aussi en bas des pantalons? En effet, mais il faut rappeler quelque chose. Vous savez, aux temps anciens, c'est-à-dire à l'époque 500 ans avant Jésus-Christ, les chaussettes étaient portées exclusivement sur les culottes. 500 ans avant Jésus-Christ. Tout à fait. Les chaussettes étaient portées exclusivement sur les culottes. Donc c'était la chaussure, les chaussettes, la culotte, et puis vous mettez votre haut. Maintenant, vous savez, aujourd'hui, ça évolue et chacun crée en fait son concept, chacun crée sa mode. Et c'est au fil du temps que nous sommes arrivés à porter aujourd'hui des chaussettes sur des pantalons, ainsi de suite. Et quelle différence fait-on entre les mi-bas, les soquettes et les chaussettes? Alors, il faut dire que le fondamental, sinon à la base, c'est les chaussettes. Maintenant, les soquettes et les mi-bas, ce sont des variantes de la chaussette. D'accord? Quand on parle en fait des soquettes, c'est des chaussettes qui arrivent juste au niveau de la cheville. D'accord? Quand on parle de la chaussette même, ça arrive en fait au niveau de la jambe. Mais quand on parle des mi-bas, ça arrive au niveau des genoux. Donc c'est juste la nuance en fait. On porte ça à quelle occasion? Soquettes et mi-bas? Oui, vous allez remarquer que la plupart en fait des basketteurs portent des chaussettes, des mi-bas. Des mi-bas? Oui. La plupart des basketteurs. Même maintenant, si vous voulez vous habiller un peu pantalon, chemise, vous portez des chaussettes qui arrivent au niveau de la jambe. D'accord? Mais maintenant, sur les tennis, des mocassins, vous portez en fait des petites chaussettes qui arrivent juste au niveau de... Sur quelle tenue porter des chaussettes? Alors, il est conseillé de porter des chaussettes sur des tenues classiques.
Alors, je veux noter pantalon, quand vous voulez peut-être vous mettre en pantalon, chemise. C'est ce que vous avez porté là? Je vais dire oui. Je vais dire oui. Je vais dire oui, c'est ce que j'ai porté. Des tenues classiques, pantalon, vous mettez en costume, vous mettez des chaussettes, vous mettez en jean également, parce que j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure en fait que quand on se met en jean, on ne met pas des chaussettes. Et c'est comme tout à l'heure je le disais, c'est un concept et ça évolue. Chacun crée son concept. À sa manière. À sa manière, d'accord? Donc aujourd'hui, il faut noter que sur les jeans, il est arrivé où nous pouvons porter des chaussettes également. Voilà. Ok, alors sur du bomba, on peut mettre des chaussettes. Donc ça, je peux répondre à votre place. Hein. S'il vous plaît, chacun s'adapte, on a dit. Sur des bombas, selon vous, on peut mettre des chaussettes? Oui, tout à fait. En fait, sur des bobas, c'est vrai que nous remarquons certaines personnes qui mettent des chaussettes sur des bobas. Mais quand je veux oser, je fais ce que je veux. D'accord? Mais sauf que de façon classique, il est recommandé de ne pas mettre des chaussettes sur des bobas. Et d'autres personnes vous diront qu'il faut choisir les chaussettes en fonction de la chaussure. Oui. Est-ce vrai? C'est ce qui est recommandé. C'est la première règle en fait en matière de chaussettes. Quand vous voulez mettre des chaussettes, il faudrait voir la couleur de la chaussure que vous voulez mettre. Quand par exemple je vais mettre une chaussure marron, c'est systématiquement, je dis bien classique, c'est systématiquement les chaussettes de couleur marron qui iront avec. Ou autrement, vous avez également la possibilité de marier la couleur de la chaussette avec le pantalon. D'accord? Au temps ancien, vous allez remarquer qu'on avait tendance à marier la chaussette avec la chemise. C'est dépassé, ça a évolué. Et c'est un peu comme je le dis, la mode, ça évolue. D'accord? Ça évolue. Donc aujourd'hui, il est intégralement recommandé de mettre la couleur de la chaussette, que ça se marie avec la chaussure. Et parlons des sorties de nuit ou de jour, peu importe, c'est ça? Oui, pour des sorties de nuit ou de jour, ça dépend. Pourvu que vous vous sentez à l'aise et que la couleur de la chaussure se marie avec votre chaussette ou avec votre pantalon. Mais maintenant, si vous voulez oser, vous sortez totalement du contexte. D'accord? Et là, nous avons des chaussettes, des happy socks. Exactement, un peu comme quand on parle de sapologie, ça rappelle un peu les Congolais. On voit un peu leur manière de s'habiller. Voilà. Donc, si vous voulez oser. Du jaune, exactement, du rouge, exactement. du pantalon bleu. En effet, c'est bien cela, c'est bien cela. Des couleurs vraiment osées. Exactement. Donc, on peut dire aujourd'hui que les hommes peuvent sortir des couleurs standards et prendre une couleur comme la couleur rose, par exemple, bien sûr. Jaune, orange. Bien sûr, pour le prendre. En fait, vous savez, ça dépend. Quand par exemple j'ai en tête de montrer ma chaussure, il peut m'arriver de porter une chaussette d'une couleur qui frappera. D'accord? Et donc, en voulant regarder la couleur de la chaussette, je m'oriente systématiquement. Exactement, je m'oriente vers la chaussure, sans le savoir. Et c'est après je me rends compte qu'en effet, la chaussure est belle. Donc quand je porte une très belle chaussure, je porte une couleur qui oriente l'intéressé à regarder quel type de chaussettes j'ai portées. Et en voulant regarder la chaussette, il regarde la chaussure. Il faut savoir choisir pour ne pas faire fuir encore. Tout à fait, pour en ne pas faire effet, des fashion faux pas, comme on le dit. Exactement. Je pense qu'en tout, il faut rester dans la gamme, il faut rester dans le juste milieu pour ne pas exagérer. Voilà. En matière de qualité, que faut-il choisir? Alors, en matière de qualité, nous avons plusieurs. Nous avons plusieurs sortes de qualités. Nous avons de la laine, nous avons des cotons, nous avons des cotons bio, nous avons du nylon. Mais généralement, il faut dire que le nylon n'est pas systématiquement recommandé parce que, vous m'excusez, c'est un peu d'une gamme un peu basse. Alors, personnellement, ce que je recommanderais aux gens, c'est de porter des chaussettes en coton ou en coton bio ou des chaussettes en laine si vous avez votre pied en fait a un goût de luxe. D'accord? Et je vais rapidement ajouter quelque chose. Quand par exemple vous avez une chaussure qui, quand vous la portez, elle ne vous tient pas totalement, c'est-à-dire que votre pied flotte un peu à l'intérieur, il faut aller vers une chaussette en coton. En coton? Oui, en coton. Donc quand vous mettez la chaussette en coton, ça vous contient et ça favorise en fait la démarche. Vous n'avez pas du mal à marcher. Par contre, quand vous mettez peut-être une chaussette en soie ou en laine qui n'a pas une épaisseur, qui n'est pas totalement épais, un peu comparé à une chaussette en coton, ça flotte un peu à l'intérieur et ça a tendance à vous créer des petits bobos en fait au niveau des orteils et plus tard vous avez du mal à marcher. Cette différente gamme de chaussettes, qu'est-ce qui est abordable aujourd'hui en matière de coût? Parce que vous savez, c'est ce qui nous intéresse souvent. Vous parlez de coton, bio et tout ça. Quand on commence par dire bio, là, tout le monde ça fait cher, exactement, ça fait cher. Vous savez, aujourd'hui, en termes de chaussettes sur le marché, il en existe plusieurs types, de qualité, de basse qualité, tout ce que vous voulez. Donc, en fonction de ma bourse, je vais vers le type de chaussettes que je pourrais payer. Parce qu'il n'est pas évident que je pourrais vouloir payer une chaussette
d'un certain standing, mais parce que je n'ai pas la bourse adéquate, je ne pourrais pas le faire. Donc je verrais bien, ça m'intéresserait, mais je ne pourrais pas, bien que ça soit de qualité. Donc je pense qu'il faudrait que j'aille choisir le type de chaussettes en fonction de ma bourse. Un dernier aspect qui, moi, m'intéresse, l'entretien des chaussettes. Oui. Comment les faire? Alors, l'entretien des chaussettes, j'ai suivi tout à l'heure une dame parler. Ouais. Il faut les tremper. Généralement, les chaussettes en coton, il faut les tremper. Parce que vous savez, quand vous les portez, ça garde la chaleur pendant longtemps. Et pour les laver, être sûr que l'odeur ne va pas rester, le mieux, c'est de les tremper et de les laver le lendemain. D'accord. Donc, vous portez les chaussettes une fois, vous lavez? Non, ce n'est pas une fois. Parce que quand vous la portez une fois, elle n'est pas tout de suite sale. Vous la portez, ce que je recommanderais, ou ce que moi je fais habituellement. Parce qu'il y en a quand il s'assied à côté de vous, franchement, le vous sentez... Exactement. On ne sait plus si c'est la chaussure ou si ce sont les chaussettes. Oui, vous savez, encore que là, il y a une petite nuance que j'aimerais apporter. Il y en a qui transpirent énormément à la plante des pieds. Oui. Donc, quand vous savez que vous avez déjà un peu ce souci, vous portez votre chaussette 2-3 fois, vous la lavez, vous la trempez, vous la lavez. Mais quand vous n'avez pas ce souci, déjà 4e fois ou peut-être sur une semaine, c'est bon, ça suffit déjà pour laver vos chaussettes. Et voilà, j'espère que vous avez bien noté. Je ne sais pas à quel niveau vous en êtes dans le cahier, mais moi, j'ai dépassé les 100 pages et j'ai attaqué le deuxième 100 pages. En tout cas, je retiens tout simplement que les chaussettes, il faut les choisir en fonction de la tenue et surtout de ce que vous avez porté. Il ne faut pas trop oser aussi pour attirer inutilement l'attention. Et il faut nettoyer les chaussettes pour éviter les odeurs. Merci beaucoup à vous. Merci à vous également. Yannick Wensa, vous Merci êtes passionné de la mode. Ça se voit, ça se sent. Merci. Au top. Merci beaucoup. Alors Marcel, merci beaucoup. J'espère que les hommes ont pris vraiment note de ces astuces-là qu'on a eu à partager avec eux. Alors monsieur, n'hésitez plus, osez pour des couleurs. Voilà, osez pour des couleurs. Et moi, j'aime pas oser, je vais garder mes couleurs. Merci beaucoup à vous pour ce plateau. C'est d'ailleurs le dernier plateau du grand rendez-vous de ce vendredi 15 novembre 2019. On va faire un petit tour d'horizon et on revient pour la citation. Allez, un bon week-end s'annonce sûrement. Merci d'être resté avec nous pour cette émission. La tradition, c'est bien sûr la citation. Et ce soir, elle nous dit ceci. Hier n'existe plus, demain ne viendra peut-être jamais. Il n'y a que le miracle du moment présent. Savoure-le, c'est un cadeau. Je répète, hier n'existe plus, demain ne viendra peut-être jamais. Il n'y a que le miracle du moment présent. Savoure-le, c'est un cadeau. Eh bien, c'est une citation de Mary Steenland. Et c'est avec cette citation que je vous dis tout simplement merci une fois encore de nous avoir suivis de bout en bout sur cette chaîne Bénin Business 24. L'émission, c'était bien sûr le grand rendez-vous. Vendredi soir, on se retrouve lundi, ou vous retrouvez plutôt Agnat Bello le lundi pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous très bien. Bye bye.